Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Voici la tranche de l'invité politique de la semaine. Cet invité nous vient de Côte d'Ivoire, non, peut-être de France aussi, car comme vous le constatez, il est moins brûlé par le soleil que vous et moi, mais c'est un Ivoirien dans l'âme. Il est aussi français. Il est arrivé en Côte d'Ivoire très jeune, je pourrais dire même nourrisson. Il maîtrise presque parfaitement la culture et surtout la politique ivoirienne. Auteur du livre Les Ouattara, une imposture ivoirienne, sorti il y a 2 ans sur le marché, Bernard Oudin va avec nous parcourir, n'est-ce pas, faire une quintessence de l'actualité politique ivoirienne. On va revenir un peu sur le passé car on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans faire allusion à ces livres qui, à mon sens, est assez bien fourni. Bonjour Bernard. Bonjour Jackie. Comment ça va? Moi ça va. Je vais mieux que la Côte d'Ivoire, malheureusement, la Côte d'Ivoire actuelle, dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et on espère que les efforts des uns et des autres vont faire qu'on retrouve la vraie Côte d'Ivoire, celle que les uns et les autres ont connue autrefois et qui aujourd'hui est en grande difficulté. En grande difficulté. On sait que hier, on vous sait très proche de Laurent Gbagbo. Pouvez-vous livrer aux téléspectateurs quel était votre rôle auprès du président Laurent Gbagbo? Comme je l'écris dans mon livre, j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire. Vous disiez que j'étais nourrisson, c'est exact, puisque j'avais 1 an quand je suis arrivé à Abidjan. Et j'ai connu Laurent Gbagbo sur le tard. J'ai fini en 2007 conseiller spécial à la présidence. J'ai obtenu la nationalité ivoirienne. Il s'est passé les événements de décembre 2010 à avril 2011 qui m'ont trouvé en 2011 par le plus grand des hasards en dehors de la Côte d'Ivoire. J'étais en mission officielle à ce moment-là. Et depuis, je suis, comme beaucoup d'Ivoiriens, en exil, dans la mesure où je peux difficilement venir à Abidjan par les temps qui courent. Et donc, je me bats avec tous les autres Ivoiriens qui sont dans mon cas, qu'ils soient à l'étranger ou en Côte d'Ivoire, avec les amis de la Côte d'Ivoire, pour rendre ce pays dans les conditions où il était il y a quelques années. Donc, je suis resté très proche du président. Très proche, oui. Vous allez régulièrement à La Haye et vous le rencontrez régulièrement également. Je n'ai pas cessé de le rencontrer. J'ai eu le privilège d'être un des premiers à le rencontrer en décembre 2011, dès son arrivée à La Haye. Je l'ai rencontré la dernière fois il y a à peu près 1 mois. Actuellement, il y a les audiences. Pendant les audiences, il n'y a pas de visite privée. Les audiences se terminent le 14 juillet pour cette phase. J'espère le voir dans les jours qui suivent. Et puis surtout, je pense que, vu l'évolution des choses, que ce soit au pays et à la CPI, il faut aujourd'hui s'attendre à autre chose que le lancinant voyage à La Haye ou les incantations pour la sortie de Gbagbo. On n'est plus dans cette phase-là, on est dans une phase où il va falloir envisager la suite. La suite, qui pourrait être quoi? D'abord un élargissement du président par rapport à sa situation actuelle. C'est pas un secret de dire que le président de la Chambre de la Cour pénale internationale, le juge italien Cuno Tarfusser, a fait une opinion dissidente il y a à peu près 2 mois et demi concernant la 11e requête de libération conditionnelle du président, dans laquelle il émettait l'opinion disant que Gbagbo devait être au moins en liberté conditionnelle, avec des arguments très lourds. En particulier, reconnaître que les droits de la défense avaient été bafoués dans cette affaire. C'est pas moi qui le dis, c'est dans l'opinion du juge. Que la présomption d'innocence de Laurent Gbagbo n'était pas respectée. Que les conditions de détention de Laurent Gbagbo à La Haye de toutes ces années faisaient que la Cour pénale était en porte-à-faux avec les droits humains. Et que la situation générale de cette affaire faisait que la détention de Gbagbo devenait quelque chose qui ne correspondait plus aux normes et aux principes, du droit international tel qu'il est conçu dans les démocraties occidentales.
Mais qu'est-ce qui bloque, Bernard Audin, qu'est-ce qui bloque cette libération conditionnelle de Laurent Gbagbo? Parce que, excusez-moi, je vous en prie. Là, vous évoquez le positionnement du juge italien il y a de cela 2 mois et demi, bientôt 3. Oui, c'est une opinion qui a été émise mi-mars, qui est soumise aujourd'hui à la chambre d'appel de la Cour pénale pour ce qui est de la libération provisoire, conditionnelle. Ça devrait on devrait avoir des échos dans les jours qui viennent. Et puis de toute façon, il y aura une 12e demande de mise en liberté. Et je pense que là, il y aura beaucoup de difficultés pour la Cour à ne pas envisager la sortie du président. Parce que là, ce n'est pas un problème de choix politique, ça devient un problème normatif. Et la Cour met quasiment en jeu sa respectabilité. Oui. J'ai envie de vous demander comment vont-ils Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet? Vous qui les côtoyez, vous qui leur parlez, comment vont-ils? Est-ce qu'ils ont le moral? Au risque de me répéter, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis que moi qui n'avais jamais eu l'habitude d'aller visiter quelqu'un en prison, quand je suis allé la première fois, j'ai un sentiment mitigé. D'abord de revoir le président physiquement après... je ne l'avais pas vu depuis mars 2011, donc c'était quelques mois avant. Il y avait eu l'épisode de Korogo, il y avait ce transfert à la Cour pénale, et j'avais l'espèce de joie intérieure de le croiser, mais la difficulté de me faire au fait que ça serait dans une prison, dans des conditions pénibles. Et je me disais, bon, mais il ne faut pas que je montre un certain désarroi, il faut que je montre beaucoup d'optimisme, parce qu'il faut que je sois là pour l'aider à tenir le coup. Et puis quand je suis sorti de ce premier entretien, quand j'étais dans la cour pour retourner à la sortie de la prison, parce qu'il y a un long cheminement à l'intérieur des bâtiments, je me suis fait la réflexion personnelle en me disant, mais finalement, c'est Gbagbo qui m'a remonté le moral. Ah bon? Et c'est celui qui est en prison qui a redonné le moral à celui qui était dehors, ce qui est antinomique. Et depuis cette réflexion de décembre 2011, elle n'a fait que se confirmer de visite en visite, et la dernière fois encore, c'est... Bon, maintenant je suis préparé à avoir, quand j'arrive à chaque fois de voir le président dans un état d'esprit optimiste de façon exceptionnelle, bien que j'y sois préparé, c'est toujours une source de régénération pour moi. Une visite à Gbagbo et à Charles qui bénéficient au sens propre du terme, de la présence du président pour se renforcer lui-même. Oui. Et il nous a montré, Charles Blé Goudet a toujours montré un esprit optimiste et courageux et offensif au vrai sens noble du terme. Et là, dans le sillage du président à La Haye, il ne peut que conforter cette attitude, qui rejaillit d'ailleurs sur à la fois d'autres prisonniers qui sont là, puisque j'ai eu l'occasion de croiser certains d'entre eux. Des prisonniers venus d'où? D'Afrique, des pays du tiers-monde, bien entendu. Bemba, Katanga quand il était encore là, Lubanga, etc., que j'ai croisé. Et j'ai l'impression que Gbagbo est le lieu géométrique de tout ça à la prison, et des gardes de la prison. Et même des gardes. Qui ont une révérence exceptionnelle envers le président. Ben, j'espère qu'ils ont de temps à eux, qu'ils regardent les réseaux sociaux. Et, vous savez, sans trahir un secret, je pense que les gardiens de la prison, ils ont un avantage sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux parlent du président Gbagbo à travers des écrans de smartphone, d'iPad, etc. Les gardiens de la prison, ils n'ont pas ce filtre. Ils voient Gbagbo le matin, le soir, en chair et en os. Ils le voient parler, ils s'expriment avec eux. Et je pense que pour eux aussi, c'est une leçon de vie. Ben, Monsieur le Président, si vous nous regardez, nous vous envoyons nos salutations et nos encouragements. Je suis navré de le dire ouvertement, bien qu'étant journaliste et ayant un devoir de réserve, je sais que la vérité est dans le camp Laurent Gbagbo, que j'ai rencontré il y a bientôt 10 ans. Je sais que la vérité est de votre côté, Monsieur le Président, et de votre côté, Charles Blé Goudet. Voilà, j'ai clairement pris position dans cette affaire-là, bien qu'étant journaliste. Je dois le dire. Alors, nous allons, actualité oblige, nous allons parler de ce qui se passe en France et qui touche aussi la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par la venue
d'Alassane Ouattara en France il y a 2 semaines. À votre avis, qu'est-il venu faire en France, Alassane Ouattara, à peine au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron? Si j'en crois une certaine presse, il était lui-même pressé de voir le nouveau président français, jusqu'à essayer de griller la politesse au président sénégalais, ce qui n'est pas très honorable. Il a fait, si j'ai bien compris, un certain forcing pour rencontrer le nouveau président. Un forcing? Puisqu'il a été reçu finalement un dimanche après-midi, dans une tranche horaire très courte, puisque ça a duré, je pense, 1 heure au maximum. Il n'y a pas eu de tête-à-tête. Mais vous voulez dire que leurs accompagnateurs étaient assis avec eux? Il n'y a pas eu de tête-à-tête entre le président Macron et le président Ouattara. Il y a eu une séance de travail avec un ordre du jour précis. Je ne suis pas là pour le révéler et le détailler. Et je pense que le côté français, c'est normal qu'un président français qui... La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte pour la France. C'était un des grands pays de l'ancienne colonisation. C'était le grand pays de l'Afrique de l'Ouest dans l'ex-AOF. C'est le pays historique d'Houphouët-Boigny. Il y a des relations très, très fortes. Moi, je suis un enfant de la France-Côte d'Ivoire. Des 2 pays. J'ai grandi à l'école. J'ai commencé l'école dans les écoles communales de la France en Afrique avec un drapeau français sur le fronton de l'école, et j'ai fini des études en Côte d'Ivoire. Au fronton du lycée, c'était le drapeau ivoirien. Et j'ai conservé une forme de culture, la double culture, une espèce de double culture, et j'en suis aujourd'hui fier, en étant à la fois français et ivoirien, parce que je pense pas que la France, c'est pas la France qui est contre la Côte d'Ivoire, ce sont certains hommes politiques français, certains milieux industriels français, qui, avec certains milieux ivoiriens, malheureusement dans ce cas, mais ça pourrait être le cas au Cameroun, au Niger et ailleurs, où il y a une espèce de convergence d'intérêts, mais qui vont contre l'intérêt du peuple ivoirien, ou des peuples africains en général, et qui vont aussi à terme contre l'intérêt des Français. Des Français. Parce que les Français en souffrent à terme. Et donc aujourd'hui, le combat, c'est pas simplement d'attaquer la France, c'est d'attaquer les mécanismes qui font qu'il y ait cette espèce de relation qui est à la limite mafieuse entre certains milieux français et certains milieux africains. Et sur ce que j'ai observé depuis l'arrivée du président Macron, je ne fais pas de la politique franco-française là, je vois et j'entends qu'il y a une volonté de regarder les choses de façon de relation d'État à État, ce qui est différent. Vraiment? Ce qui est différent. Je ne veux pas... Nicolas Sarkozy l'avait dit, François Hollande l'avait dit. Que Nicolas Sarkozy le dise, le problème de Nicolas Sarkozy, et j'ai écrit dans mon livre que le lendemain de l'élection de Sarkozy, même le président Gbagbo disait qu'il vivait mieux depuis que Chirac, il dormait mieux depuis que Chirac était parti. Et moi, j'avais écrit à un député français proche de Sarkozy pour lui dire que, même si c'était comme ça, je craignais que certains n'avaient pas renoncé aux ordres des palais présidentiels, et ce qui m'inquiétait, c'était l'espèce de danse de joie qui avait eu lieu chez les Ouattara le soir de l'élection de Sarkozy, où ils avaient sabré le champagne en me disant qu'il fallait rester très prudent. Je l'ai dit dès le 8 mai 2007. Donc je n'ai pas été surpris par la position de Sarkozy après. Pour ce qui est d'Hollande, François Hollande, il y avait Françoise Giroud qui était une grande journaliste qui avait écrit un jour à propos d'un ancien homme d'État français « Ne tirons pas sur l'ambulance ». Je pense que ça peut s'appliquer dans ce cas-là. Bernard, on va revenir sur l'actualité. Si je vous ai bien compris, je suis là pour représenter ceux qui n'ont pas de voix. C'est à sa propre demande que Alassane Ouattara a été reçu par le président Macron. Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense qu'il y a eu une volonté de M. Ouattara d'essayer le plus rapidement possible avoir président Macron qui arrive et qui est jeune et ouvert. Bon,
il a quand même été conseiller du président à l'Élysée, il a quand même été ministre de l'économie et des finances, il a quand même une bonne idée des relations politiques et économiques de la France, mais il veut s'assurer par lui-même d'un certain nombre de choses. Il est entouré de gens qui connaissent aussi un petit peu la situation ivoirienne et la relation de la France africaine. Il y a un certain nombre de gens, je ne vais pas citer les noms, mais on peut voir dans le dispositif du président Macron qu'il n'y a pas que des gens qui méconnaissent l'Afrique. Donc, que le président Macron veuille aussi voir ce problème-là, parce qu'ils savent aussi que derrière la Côte d'Ivoire, il y a ces 3 ou 4 derniers mois, il y a des problèmes financiers lourds, il y a les mutineries, il y a la grogne sociale, il y a le problème de la CPI qui se déborde de la CPI aujourd'hui, parce que il est évident que il n'y a pas que les Ivoiriens ou les gens qui s'intéressent strictement au procès qui sont interpellés par ce qui se passe à La Haye. Il y a aussi les hommes politiques français et ceux qui ont à gérer l'avenir de la France. Et on voit très bien que la vision des choses n'est plus celle de 2011, 2012 et même du jour de l'ouverture du procès en janvier 2016. C'est très significatif. Dans le sillage de Macron, il y a quelqu'une que vous avez peut-être côtoyée, mais vous avez certainement entendu parler d'elle, car vous la mentionnez dans votre livre. Il s'agit d'une certaine Aurore Berger, qui vient d'être élue députée dans les Yvelines, en région parisienne. Vous écriviez quelque chose ici, là, concernant... Est-ce que vous voulez bien le lire et nous... Je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous le dire en 2 mots. Voilà, en 2 mots. C'est un petit peu... Une petite anecdote de l'histoire, c'est que le lendemain du 2e tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire, tout le monde en attendait les résultats, et il y a des gens qui passent leur temps sur Internet, des gens de la blogosphère, comme on dit, et qui ont découvert un tweet qui annonçait que Ouattara avait gagné l'élection présidentielle à 55%, alors qu'au même moment à Abidjan, le dépouillement était en cours et que la commission électorale n'avait trouvé à dire que le chiffre officiel de la participation qui était de 70%. Et pourtant, ce tweet annonçait que Ouattara avait gagné. C'était un tweet qui venait de X, et vous savez, les gens dans la blogosphère sont bien équipés et font de la traçabilité. Et tracé de tweet en tweet, ils ont remonté, comme le saumon remonte le courant, ils ont remonté le courant du tweet, et le tweet originel venait d'une certaine Aurore Berger. Qui est aujourd'hui députée. Qui était, à l'époque, oui, la candidate malheureuse à la direction des jeunes de l'UMP. Les jeunes populaires de l'UMP. Les jeunes populaires de l'UMP, il avait été battu par un garçon qui s'appelait Lancard, je crois. Benjamin Lancard. Benjamin Lancard. Ouais. Et cette jeune femme, donc, a tweeté. Alors, les gens lui ont dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Elle dit, ah, mais c'est un ami en Côte d'Ivoire qui m'a dit que... Et hop, elle a supprimé le tweet. Mais le tweet a été saisi, ce qu'on appelle des captures d'écran. Et j'ai vu avec un certain intérêt que cette jeune femme, aujourd'hui, était députée macroniste de la République En Marche. De la République En Marche, et qu'elle avait battu un monsieur qui était célèbre, qui s'appelle Jean-Frédéric Poisson. Oui. Mais dans l'affaire de... Je ne vais pas faire un vilain jeu de mots, mais dans l'affaire du tweet, là, il ne faudrait pas qu'elle noie le poisson une deuxième fois. Donc il faudrait qu'un jour, on sache exactement pourquoi et comment ça s'est passé. Donc ça veut dire que cette jeune femme-là n'est pas intrinsèquement en cause. Elle a fait quelque chose, elle a tweeté sûrement ce 29 novembre 2010. Elle a tweeté quelque chose qu'elle a entendu dans le milieu où elle était. La malchance qu'elle a eue, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours des veilleurs, des whistleblowers ou des lanceurs d'alerte qui sont toujours là pour essayer de trouver la petite bête. Aujourd'hui, quelle est la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire? On a une expression en Côte d'Ivoire qui dit « en attendant ». Quand on veut dire qu'il va se passer des choses, mais on fait comme ça en attendant. Et je pense que la Côte d'Ivoire actuellement est en attendant. Pourquoi? Tout le monde a compris aujourd'hui que le mandat de M. Ouattara ne correspond en rien à ce qu'il avait promis de réaliser quand il a été installé
comme je dis dans mon livre, par Sarkozy, puisqu'il n'avait pas été élu. C'est dit dans ce livre. Donc, de ce côté-là, les choses sont mises au niveau social, économique, politique, éventuellement militaire, sécuritaire, tout se délite, pour utiliser un terme de bâtiment qui était cher à mon père. Les Ivoiriens ont compris que Ouattara ne peut plus les satisfaire. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer dans une spirale, et ce qui les retient encore un peu, c'est la situation qui a prévalu en 2011 avec l'intervention militaire française, qui a été d'une brutalité extrême, qui était inconnue en Côte d'Ivoire. De 60 à 2010, pendant 50 ans, les Ivoiriens n'ont pas entendu des coups de canon comme ça, et même le coup d'État contre Bédier a été un coup d'État très rapide, sans quelques coups de feu. Même la rébellion de 2002 par exemple, et ce qui est passé derrière, il n'y a pas eu une vraie guerre civile, il n'y a pas eu de Rwanda en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de situation comme ça. Par exemple, au Cameroun, il y a eu l'affaire avec les Bamileke, etc. Il y a eu des vraies guerres. En Côte d'Ivoire, il y a eu des escarmouches. Et on n'a jamais eu le sentiment de ça. Et de voir ces hélicoptères passer sur Abidjan comme des frelons. Ces hélicoptères français. Essentiellement français, passer comme des frelons et tirer partout. Les Ivoiriens sont encore terriblement traumatisés intérieurement. Donc, s'il n'y avait pas cette peur atavique d'une intervention extérieure, je pense que les Ivoiriens seraient encore plus avancés dans leur libération morale et politique. La situation économique est extrêmement tendue. Pourquoi ? Parce que la croissance à deux chiffres est une croissance macroéconomique, qui n'a rien à voir avec une croissance qui profite à la population. C'est comme disent tous les Ivoiriens, un pont, ça ne se mange pas. Il y a la situation sécuritaire liée aux mutineries, qui ne sont pas des mutineries de l'armée, qui sont des mutineries de groupes armés. De groupes armés. Qui ont été introduits. Qui avaient porté Ouattara au pouvoir d'ailleurs. Qui ont fait partie de la masse des gens qui étaient pour que Ouattara voulait installer, parce que c'est pas eux qui sont rentrés dans le palais présidentiel, c'est pas eux qui sont rentrés dans les camps militaires d'Abidjan, etc. C'est l'armée française qui a fait tout le boulot. Mais eux étaient là comme des supplétifs, des faire-valoir, quoi. Des mercenaires, puisque beaucoup d'entre eux ne sont pas ivoiriens. Et qui étaient payés pour cette tâche. D'ailleurs, ça pose le problème. Quelle armée au monde reçoit une prime avant le début du combat pour aller au combat pour défendre soi-disant le pays? Vous voyez le général de Gaulle qui dit aux résistants français ou à l'armée de libération française, je vous donne une prime, vous allez me virer les Allemands et je vous paierai après. Et les Français se sont levés contre les Allemands pour défendre leur pays. C'était pas une histoire. Les Français et les Africains. Et les Africains étaient français à l'époque, puisqu'ils faisaient partie de l'Empire français. Entre guillemets, car... Ils faisaient partie de c'est là que la France se rappelait qu'ils étaient français. Oui, généralement, les pauvres... Parce que je me permets, ce monsieur, le capitaine Charles Onchoréré, qui était le penchant de Leclerc, dont je connais très bien l'histoire, en Afrique de l'Ouest, était un Gabonais, naturalisé français. Et il a sa statue dans la Somme. Donc, c'était ambigu. Et il n'est pas le seul. Le père de Laurent Gbagbo a été blessé à la Deuxième Guerre mondiale comme soldat de l'armée française. La France, et son fils a récompensé le fils. Eh oui. Donc pour revenir à cette histoire de la Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire, les mutineries et tout ça, ça crée tout un fond d'écran, si on peut s'exprimer ainsi, qui font que les Ivoiriens se demandent qu'est-ce qui va se passer. Et devant tout ça, il y a la perdition de la CPI dans ce procès qui n'a plus de raison d'être. Il y a 1 an et demi qu'il a commencé, il y a eu 44 ou 45 témoins, il n'y a pas le début de l'ombre de début de quelque chose contre Gbagbo. Et il y a même surtout qu'actuellement, puisque ces 44 ou 45 témoins sont des témoins de l'accusation, ce sont des témoins de l'accusation qui se comportent les uns et les autres, et de façon plus ou moins voyante les uns et les autres, comme des témoins à décharge. Parlez-moi de ce Koulibaly. À décharge, c'est que le plus extraordinaire qu'on ait pu voir, c'est que hier matin, en plein prétoire, au terme de sa déposition,
un énième témoin de l'accusation, a eu une requête auprès du juge président de la Chambre, avant de quitter la salle. Monsieur le Président, est-ce qu'au moins vous m'autorisez à aller serrer la main du président Gbagbo? Alors là, tu dis, mais le président lui a dit, cher ami, vous pouvez le saluer de loin avec la main. Et il lui a fait un geste de la main auquel Gbagbo a répondu avec gentillesse et chaleur. Et ce monsieur qui s'appelle Koulibaly, donc qui est un nom à consonance du nord du pays de la Côte d'Ivoire, a dit devant la Chambre, oui, parce que je veux saluer le président Gbagbo, parce que le président Gbagbo devrait être chez nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est un témoin de l'accusation. Alors, il faut vraiment qu'on commence à se poser les vraies questions. Ben oui. Les vraies questions. Il y a des témoins d'une autre nature, comme le général Bipoint ou le général Kassaraté, qui, sur le plan strictement militaire, ont bien démontré quelle était la situation de l'époque, et qui ont fait tomber tout ce qu'il pouvait y avoir d'idées de plans communs, etc. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un plan commun, moi je pense depuis l'origine qu'il y a un plan commun, mais c'est le plan commun de la France, d'alliés de la France, à travers l'ONU, en utilisant Ouattara et quelques autres, pour, entre guillemets, comme avait dit un ancien ministre de Gbagbo qui était proche de Ouattara, dégommer Gbagbo. Oui. Là, il y a un plan commun. Et on voit que la CPI, le transfert de Gbagbo, est un élément de ce plan commun, mais qui aujourd'hui est en train de se détruire par lui-même. Et la CPI, aujourd'hui, n'a qu'une alternative. Ou elle fait ce qu'elle continue de faire, et au bout du chemin, elle va se détruire, ou elle prend conscience de tout ça, et elle décide ce qu'elle peut faire très rapidement, la libération de Laurent Gbagbo, et elle reprend un certain souffle, et elle redevient éventuellement une cour pénale qui soit celle des uns et des autres. Ouais. Et d'ailleurs, Charles Blé Goudet, le jour de l'ouverture du procès, puisqu'il avait le droit de parler quelques minutes, a dit « Cette cour est la cour de tout le monde, de tous les gens sur Terre. Nous sommes tous sur la même terre, cette cour pénale internationale, donc c'est notre cour. Mais il faut qu'elle juge dans l'intérêt de la justice. Et là, on n'est pas dans la justice. » Oui, il avait dit cela. Donc on n'est pas contre le fait qu'il y ait une cour pénale, mais il faut qu'une cour pénale puisse juger les gens qui ont commis des vrais crimes. Comment juger ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe dans un certain nombre de pays au monde aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie et dans d'autres pays, qui a fait quoi et comment? Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on peut se poser des réelles questions. Permettez-moi d'être bête. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, que je connais bien, avoue clairement qu'il a dégommé Gbagbo pour installer son ami. A-t-il jamais été convoqué à la CPI? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est que on ne peut pas faire une cour de justice. La justice, c'est justement, génériquement, permettre à tout le monde d'être préservé des malheurs que veulent provoquer les autres. C'est-à-dire que vous soyez petit, grand, fort, faible, la justice est là pour rétablir l'équilibre. D'ailleurs, tous les symboles de justice, ce sont des balances. Des balances. Des balances d'équilibre. Et aujourd'hui, il y a des balances où on met des grands États d'un côté et on met une poignée de petits États de l'autre. Des supposés petits États. Car sans leur richesse, les grands États n'existent pas. C'est possible, mais je veux dire, si vous prenez sur la carte internationale le poids des États-Unis ou de la France par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Gabon ou à la Sierra Leone, il n'y a pas match, comme on dit, sur le plan strictement économique, etc. Oui. Bien que certains pays auraient les moyens d'avoir leur propre développement si on leur laissait la gestion personnelle de leur richesse, je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas de la justice, que les gros organisent des choses. Prenez pour la CPI. Le Conseil de sécurité adoube le procureur de la CPI. Que ce soit M. Ocampo ou Mme Bensouda. Dans le Conseil de sécurité, vous avez 5 membres permanents qui adoubent donc le procureur, qui décident donc que le procureur est un tel ou un tel. Donc il y a une interférence, il y a une intervention. Mais 3 de ces 5 membres qui adoubent le président ne sont pas membres de la CPI. Les États-Unis, la Russie et la Chine. Allons donc comprendre cela.
Donc, de quel droit des gens qui ne sont pas membres désignent quelqu'un qui est le pivot du système de la CPI? Et pire que ça, dans les statuts même de la CPI, il est dit qu'il faut être un État membre, c'est-à-dire qui a ratifié le statut de Rome, qui est le statut de création de la CPI, qui a été signé d'ailleurs par le Sénégal en premier, et qu'il faut que la personne qui est envoyée à la CPI soit ressortissant d'un des pays membres. Bien. La Côte d'Ivoire, si vous allez à la CPI, vous avez la liste des pays avec la date de ratification. La Côte d'Ivoire est marquée avoir ratifié le statut de Rome le 15 février 2013. Laurent Gbagbo, 2013, Laurent Gbagbo y a été traduit. Laurent Gbagbo est arrivé le 30 novembre 2011. Donc un an. Il n'avait même pas y être. Légalement, il n'avait pas y être. Alors, ils ont essayé de sortir de cette ambiguïté en nous racontant que la Côte d'Ivoire avait accepté le statut de Rome dès 2003 parce que Gbagbo avait autorisé la CPI à venir enquêter en Côte d'Ivoire. Alors je vais vous raconter la vérité sur cette affaire. Quand il y a eu le coup d'État en 2002, il y a eu des exactions terribles à Bouaké, le massacre de gendarmes et d'autres. La CPI a demandé l'autorisation à la Côte d'Ivoire d'enquêter sur ces crimes. Tout à fait. La Côte d'Ivoire n'étant pas membre de la CPI, n'était pas adhérente au statut de Rome, donc n'était pas concernée par la CPI. Laurent Gbagbo a demandé au ministre des Affaires étrangères de l'époque de faire une lettre d'autorisation pour que la CPI vienne enquêter stricto sensu sur ces exactions de rebelles à Bouaké. Et la Cour pénale, en 2011, a voulu s'auto-justifier en utilisant cette lettre contre Gbagbo. Et ce qu'il y a dans cette affaire, c'est que ça s'est passé en novembre-décembre 2011, et je dis dans mon livre, à la même époque, le ministre qui s'appelait Mamadou, qui était un PDCI d'origine, Bamba Mamadou. Bamba Mamadou, oui. Bamba Mamadou, un vendredi après-midi, va au PDCI, va rencontrer certains dirigeants. Le soir, il rentre chez lui, il se sent pas bien. On le transfère à la clinique dans la nuit. Au petit matin, il décède. Bizarre. Il était en pleine forme le vendredi après-midi. Donc il a emporté avec lui un certain nombre de choses. Et tout ça s'est passé en même temps. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, il y a un storytelling qui est terrible. Mais comme tous les storytelling qui sont fondés sur des contre-vérités, sur des fabrications, sur des falsifications, sur des impostures, ça finit toujours un jour. Il y a un moment où tout ça s'écroule. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la vérité éclate, mais il ne faut pas que la Côte d'Ivoire soit victime une nouvelle fois des remugles de toute cette période-là. Donc il faut qu'on puisse revenir à une situation normale en Côte d'Ivoire, en évitant qu'il y ait des revanches, en évitant qu'il y ait des gens qui se vengent. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais un ancien politique français, Bernard Braga, pour ne pas le citer, ancien conseiller technique de Marx Gallo, qui a travaillé avec François Hollande, qui a été maire de Courcouronnes, me disait tout récemment que les multinationales françaises ont pris le dessus sur les hommes politiques français et que ce sont elles qui désignent, entre guillemets, désormais les dirigeants africains. Lorsqu'on sait, dans ce livre, vous le dites, qu'au lendemain des élections en Côte d'Ivoire, Vincent Bolloré avait dit à Nicolas Sarkozy que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné ces élections-là. Pouvez-vous aujourd'hui nous décrire comment sont les relations de Vincent Bolloré avec les dirigeants ivoiriens? J'ai écrit que Vincent Bolloré avait dit à Sarkozy que pour lui, Gbagbo avait gagné l'élection, parce que c'est ce que Vincent Bolloré a dit face à face à Nicolas Sarkozy en décembre 2010. Personne ne pourra me dire le contraire, puisque ma source est très qualifiée. Vincent Bolloré, et d'ailleurs il l'a
On l'a vu récemment, un de ses fils était à Abidjan avec Sarkozy, il y a moins d'une semaine. Et il disait que le groupe Bolloré, pour le groupe Bolloré, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où toutes les activités du groupe s'exercent. Que ce soit le rail, que ce soit le transport de marchandises, que ce soit les containers, etc. Toutes les activités, les cigarettes par exemple, toutes les activités de Bolloré se retrouvent en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'au fond de lui-même, si Gbagbo était en Côte d'Ivoire à la place de Ouattara, ça ne gênerait pas Bolloré. Est-ce que le contraire le gêne? Je pense que ça le gêne sûrement quelque part. Déjà, il y a un premier problème qui le gêne matériellement, c'est que, par la volonté de Ouattara, le port autonome d'Abidjan a un système de contrôle qui a été arraché, au vrai sens du terme, à l'opérateur qui était en place avant l'arrivée de Ouattara, qui était un groupe professionnel, expert, international d'origine suisse, et que ça a été confié de façon un petit peu rapide et de façon opaque à un autre groupe, beaucoup moins expert, mais qui avait un avantage fondamental, c'est que le dirigeant de ce groupe était le gendre de Ouattara. Et que je sais que les opérateurs sur le port d'Abidjan se plaignent régulièrement de difficultés techniques, administratives, etc., liées à ce changement d'entreprise au niveau des procédures sur les enlèvements sur le port, sur les problèmes de transit, etc., sur le port d'Abidjan. Donc ça, c'est un problème dont souffre Bolloré. Vincent Bolloré. Le deuxième problème, c'est la déliquescence de l'activité économique et de la situation sociale. Par exemple, Bolloré a Citarail, qui est la compagnie de chemin de fer. Il a tous les rails en Afrique francophone. Hein. Mais en Côte d'Ivoire en particulier, et c'est la veine jugulaire qui remonte vers Bamako. Pas vers Bamako, vers Ouagadougou. Et il y a à peu près un an et demi, il y a eu un drame au Cameroun, mais juste avant ça... À Ezeka en octobre dernier. Mais bien avant ça, en Côte d'Ivoire, à la hauteur de Dimbokro, qui se situe à peu près à 150 km au nord d'Abidjan, la ligne, enfin le train a déraillé sur un vieux pont qui datait de la colonisation. Il est tombé dans la rivière, le Nzi. Et heureusement, il y a eu très peu de victimes, parce que c'était un train de marchandises, mais admettons que c'était un train de voyageurs comme au Cameroun, on aurait eu un désastre humanitaire. Et pourquoi? Parce que les infrastructures n'étaient pas entretenues, c'est la charge de l'État ivoirien. À la charge de l'État ivoirien. Et là, il a fallu que Bolloré s'y mette pour refaire la pile de pont, ressortir tout ça. Donc ça gêne les activités de Bolloré. C'est terrible parce que dans ces pays d'Afrique, la maintenance des infrastructures est toujours à la charge des États et l'exploitation à la charge de Bolloré. Bah, vous savez, quand vous avez la crème et puis le fond de la gamelle, celui qui prend la crème est mieux servi que celui qui a le fond de la gamelle. Je ne vais pas le cacher, je vais le dire sur cette antenne. J'ai été employé du groupe Bolloré, je suis directeur de sa chaîne de télévision ici en France. Et un jour, j'avais demandé à lui parler. Et le vendredi 8 juillet 2005, si j'ai bonne mémoire, il me tapotait sur cette épaule en me disant « Je sais que vous voulez me voir, laissez-moi un peu du temps », mais j'en suis parti sans jamais le voir, car ce fut très très difficile de bosser pour lui en France en étant d'origine africaine. Cela fait des questions que j'aurais souhaité me poser, mais bon. Vous savez, il ne faut pas... que ce soit le groupe Bolloré, le groupe Bouygues ou d'autres, ce sont au-delà des patrons de ces groupes et qui sont des gens qui ont été capables de monter des entités énormes et ça ne se gère pas comme simplement, hein, c'est quasiment on gère des boîtes comme ça, comme des États pratiquement. Tout à fait. Et il y a toute une arborescence d'activités qui font qu'au sommet du groupe, on n'a pas l'information de tout ce qui passe à l'intérieur, pas nécessairement, mais ce sont des gens qui ont besoin aussi de gérer leurs entreprises et qui des fois peuvent entrer en conflit avec les États. Même la France, avec des entreprises françaises, il peut y avoir des fois des problèmes D'ailleurs, ça arrive. Hein. Par exemple, pour les problèmes de fiscalité. Les gens comme Bolloré, Bouygues, etc., moi je ne fais pas le procès de ces gens-là, je fais le procès d'une certaine France-Afrique. C'est quand même les politiques qui, normalement,
à la fin des fins, doivent pouvoir agir. Les politiques lesquelles? Aujourd'hui, je pense que le président Macron ne va pas se faire marcher sur les pieds matin, midi et soir. Et si on lui fait comprendre quelle est la réalité de la situation en Côte d'Ivoire, si d'après ce qu'on me dit, c'est un monsieur qui réfléchit vite, qui comprend vite et qui agit vite, on verra si ça s'applique en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays africains ou dans d'autres régions du monde. Moi, j'ai observé par exemple en quelques minutes que c'était dans les journaux il y a 2-3 jours, et il a dit le problème de Bachar el-Assad n'est pas le premier problème en Syrie aujourd'hui. Or, pendant des années et des années, on nous a répété il faut enlever Assad et on verra après. Donc il prend le problème dans l'autre sens. Et ce qui me paraît logique. Et je ne dis pas que je suis macroniste, je dis que ce monsieur, dans ce cadre-là, a dit des choses qui me paraissent plus près de la logique et de l'intérêt général que les autres. Quand M. Fabius disait qu'Al-Nosra faisait un bon boulot, il fallait savoir que M. Fabius disait que Al-Qaïda faisait un bon boulot. Comment on peut dire des choses pareilles? M. Fabius. Bon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pensez-vous que la réconciliation entre des Ivoiriens et des Français blancs de peau est possible avec tout ce qui s'est passé dans leur pays? Ben, je vais vous dire, le problème n'est pas entre les Ivoiriens et les Français blancs de peau. Le problème, il est entre les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont tous à une frange ultra minime du petit entourage de Ouattara qui n'a rien compris, d'accord pour une réconciliation. D'abord parce que les Ivoiriens, c'est une mosaïque de gens qui sont du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qui sont chrétiens ou musulmans, ou qui ont des gens musulmans ou chrétiens dans leur même famille, etc., qui sont mariés des fois avec des étrangers, etc. Et, comme vous dites, les Blancs dans cette affaire-là n'ont jamais profondément souffert de la situation en tant qu'être humain blanc. Il y a eu des moments d'effervescence après Bouaké, etc., mais il n'y a pas eu un drame de Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Français qui a été tué dans toute cette période-là, sinon 2 personnes, dont on a, enfin quelques personnes avec le gars de l'hôtel du Golfe, du Novotel, mais que ce soit au Novotel ou Kiefer, moi, Kiefer, oui, on pourra en parler des heures, mais ce sont des gens qui sont victimes des gens qui étaient autour de Ouattara. On a fait beaucoup de bruit pour ces gens-là. Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Il n'y a pas eu l'ombre d'une avancée. Puisque Ouattara est au pouvoir, on aurait pu trouver très facilement qui est le résultat. On a fait un procès inique au général Dogboblé dans l'affaire du Novotel. Pour Kiefer, on est toujours à rechercher quoi que ce soit. Mais moi, j'ai écrit dans mon livre la vraie raison pour laquelle Kiefer a été tué. Et il y a un autre blanc, comme on dit, qui a été tué pendant la crise, vers la descente des forces nouvelles sur Abidjan. C'était le professeur Philippe Raymond, qui a été égorgé à Yamoussoukro par les rebelles. Qui passait à la télévision ivoirienne pour dire nous, les Français d'Abidjan, etc., on n'est pas contre Gbagbo, etc. Le franc CFA est unique par rapport à la situation économique de ces pays, etc. Et ce type a été assassiné. Il n'y a même pas eu une cérémonie à l'ambassade de France, il n'y a même pas eu une lettre de compassion à sa famille, rien du tout. Ça veut dire qu'il allait à contre-courant de ce type-là a été passé en pertes et profits. Quand M. Fillon est venu à Abidjan dévoiler une plaque pour les gens du Novotel, il n'a même pas eu un mot pour M. Philippe Raymond. Ça, c'est une réalité. Mais les Blancs d'Abidjan aujourd'hui sont très fatigués de la situation qui est provoquée par l'activité ou la non-activité de Ouattara et de ses gens. Et les 2 grands groupes dont vous parlez tout à l'heure ont eu très récemment à se plaindre, l'un et l'autre pour des raisons différentes, de la gestion de l'État ivoirien. Vous avez évoqué le franc CFA, on reviendra sur la situation ivoirienne pour clôturer cette interview. Avant-dernière question, vous avez évoqué le franc CFA. Il se murmure ces jours-ci qu'il pourrait y avoir une nouvelle dévaluation du CFA faisant passer la parité d'1 euro égal à 1300 francs CFA en Afrique centrale et 1 euro égal à 500 francs CFA en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Déjà, je ne commande pas les rumeurs,
Mais dans les chiffres que vous donnez, il y en a un qui correspond à rien, c'est de dire 1 euro pour 500 francs CFA, alors qu'à l'Ouest, 1 euro, c'est déjà 650 francs CFA. Donc ce ne serait plus une dévaluation, ça serait une réévaluation. Donc c'est les gens qui propagent ça, racontent n'importe quoi. Passer à 1300, c'est plus compréhensible, entre guillemets, s'il y avait une rumeur, c'est que ça diviserait encore par 2 le franc CFA. Par 2, tout à fait. Il passerait de 650 à 1300. Là, il y aurait une logique économique et financière interne. Mais ça fait partie de toutes ces rumeurs. Je pense que le problème, c'est pas la dévaluation du franc CFA. Le problème, c'est la restructuration du franc CFA, parce que c'est pas le franc CFA en tant qu'entité franc CFA. Si c'est une monnaie interafricaine d'une zone bien définie, qui peut être l'UMOA et qui peut s'étendre à une partie de la CEDEAO, imaginons le Ghana, et le Libéria, la Sierra Leone, c'est quelque chose qui n'est pas idiot en soi. C'est la structure du franc CFA actuel, avec cette obligation de réserve à la Banque de France, avec une gestion qui est organisée à l'extérieur du système économique. Avec les droits des vétos au sein des banques sur place. Avec le phénomène que les banques sont soumises à un certain nombre de règles qui ne dépendent pas de la gestion des États, donc une fraction de la souveraineté des États est à ce niveau-là bafouée. Parce que moi j'ai eu des contacts, des relations et des discussions avec Gbagbo. Il n'a jamais dit qu'il était contre le franc CFA en tant que monnaie interafricaine. Il est contre les mécanismes actuels du franc CFA, ce qui est totalement différent. Aujourd'hui, le premier problème, c'est de redonner aux États africains l'entièreté de leur souveraineté. Parce que la souveraineté d'un État, ça ne veut pas dire que l'État devient antagoniste des autres. Je prends un exemple que j'ai l'habitude de prendre. Quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en France, dû aux suites de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un certain nombre de bases américaines en France. Depuis des années, moi je le voyais quand j'étais gamin, que je rentrais l'été en France, sur les murs de la région parisienne, il y avait US Go Home. C'était les jeunesses communistes qui peignaient ça sur les murs. Qui disaient États-Unis, retournez chez vous. Et US Go Home, les Américains dehors. Quand de Gaulle est arrivé, il a négocié tout de suite avec les Américains, et les bases américaines sont parties de France. Mais en 61, quand il y a eu le problème des fusées à Cuba, le premier chef d'État occidental qui a dit s'il y a une guerre entre les États-Unis et la Russie et l'Union soviétique à l'époque, nous serons du côté des Américains. Et c'est le général de Gaulle. Parce qu'il ne faut pas confondre des amitiés, des alliances politiques, des alliances militaires, etc., avec le fait d'être le suzerain de quelqu'un. Laurent Gbagbo disait non, la France c'est notre ami, la France c'est notre allié, mais on est ivoirien, c'est à nous de faire notre budget, c'est à nous d'organiser notre vie économique. Organiser notre armée. Etc. Mais vous parlez de l'armée, je vais vous donner un exemple très précis. Pendant la campagne électorale, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'était dans le programme de Laurent Gbagbo, et ce programme, je l'ai fait héréditer à l'Harmattan, il est en vente libre, et tout le monde peut le regarder. Au passage sur la défense, Laurent Gbagbo écrit, c'est sa campagne électorale, c'est son programme électoral, il écrit « Il faut reconstituer l'armée ivoirienne, parce que depuis 1999 et le premier coup d'État sur Bédier jusqu'à 2010, l'armée ivoirienne a subi tous les affres, et il faut refaire une véritable armée. Il n'y a plus d'armée en Côte d'Ivoire. Et pour faire cette armée, on a besoin de l'aide de tous nos amis, à commencer par la France. Par la France, effectivement. Et il dit, donc, à ce moment-là, nous sommes en 2010, il y a eu ces 8 ans de situation instable après le coup d'État de 2002, dont on sait que la France n'a pas été étrangère. Il y a eu toute cette situation, il y a eu Licorne, il y a eu Boaké, il y a eu un certain nombre de choses. Et Gbagbo dit, mais nous savons que nous avons besoin de l'aide des autres pour pouvoir avancer. Et pour ça, on demandera aussi à la France, parce que lui, naturellement, c'est plus facile de travailler avec la France pour des raisons historiques, culturelles, humaines, linguistiques, tous les éléments qui font qu'il y a une connaissance en plus chez les Français, un certain nombre, une connaissance du pays, pour les Ivoiriens, une connaissance de la France, parce qu'on parle des Français en Côte d'Ivoire, mais on peut parler des Ivoiriens en France.
Si on voulait bien en parler en France. Si vous savez qu'il y a quasiment plus de médecins d'origine ivoirienne en France que de médecins ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, il y a une osmose entre ces deux pays, et Gbagbo n'était pas contre. Et Gbagbo n'a jamais été anti-français. Il a été contre le fait que quelqu'un vienne piétiner son jardin. Il est contre le système. Mais vous avez un voisin. Si votre voisin vous salue à travers la haie, et vous parlez correctement, et un soir vous l'invitez à prendre l'apéritif, le lendemain vous allez chez lui, etc. Tout le monde est d'accord. Mais si votre voisin dit à ses enfants, faut pas abîmer ton gazon, tu vas jouer chez l'autre, on n'en a rien à foutre, c'est pas notre gazon, il le réparera plus tard. Ben, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, forcément. Forcément. Ouais. Bernard, je vais vous poser cette question que j'ai posée à quelqu'un qui est passé là pour parler à Côte d'Ivoire 2 semaines avant vous. Peut-on parler de réconciliation en Côte d'Ivoire sans les libérations des prisonniers politiques, au premier rang desquels Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo? On cite cela car ils sont beaucoup plus connus, et on sait qu'il y a bien d'autres. Peut-on envisager une réconciliation sans leur libération? Je vais répéter ce que j'ai toujours dit, c'est même pas un préalable, la libération. C'est une imposition avant de commencer à faire quoi que ce soit. C'est même pas un préalable, ça doit même pas être dans la discussion de dire on va commencer à discuter, donc première chose on libère. Non, on les libère et après on commence à discuter. Si on va dans ce sens-là, on mettra toutes les chances sur la table. Si on commence à discuter dans quelles conditions on peut libérer, non. Bon, la CPI, ils ont un système, la libération conditionnelle, mais ça c'est de la sémantique de la CPI. Pour les Ivoiriens, la première chose c'est Gbagbo est libéré. Et après, on commence à discuter. Gbagbo et ceux qui... Et les centaines de personnes. Quand je dis Gbagbo, si Gbagbo sort, le pauvre gars qui est à la Maca aujourd'hui, ou qui est au camp pénal de Bouaké, ou qui est quelque part dans une prison particulière fabriquée par Ahmed Bakayoko ou les autres, ou ceux qui sont en exil, qui sont dans une forme de prison. Les gens qui sont au Ghana sont dans une prison à ciel ouvert. Dans les camps à Ampin ou ailleurs, ce sont des gens qui sont dans une prison virtuelle. Donc ceux qui sont au Togo, au Libéria, au Bénin et tout ça, ils sont pas chez eux, ils sont pas heureux. Personne, quand les gens ne peuvent pas rentrer dans leur village, dans leur ville, ils peuvent pas être chez eux. Donc il faut commencer par ça. Et là, les Ivoiriens, je pense qu'ils ont une envie, c'est d'arrêter tout et de se retrouver et de pouvoir discuter tranquillement et de dire les gens, vous savez. Les gens, ils sont pas attachés, je suis PDCI, je suis FPI, je suis RDR, etc. Ils sont d'abord ivoiriens. Ils sont ivoiriens, ils veulent revenir à une certaine sérénité, ils veulent revenir à la paix, ils veulent pas se dire, mais si on fait comme ça, on va prendre un coup de canon sur la tête, ou ceci, ou cela, ou c'est le plus fort qui décide. Quand vous voyez aujourd'hui la mutinerie de quelques gars... Il suffit qu'ils tirent 2 rafales de Kalachnikov pour recevoir 12 millions. Mais regardez ce qui s'est passé à Bouaké à la fin du Ramadan. On a vu des gosses dans les rues avec des uniformes en tenue léopard camouflée. Des gamins de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Le jour de la fête de l'Aïd. Mais ils étaient... C'est quoi? Mais c'est un déguisement de quoi? Donc c'est des enfants qui à 10-12 ans disent ah bah nous on va prendre vaut mieux avoir un treillis et puis une Kalachnikov, ça sera plus facile à gagner que d'aller conduire un camion, de travailler dans une boulangerie, d'aller à l'école pour être médecin, avocat ou je ne sais quoi. Donc là il faut aussi remettre les choses dans l'ordre des valeurs. Remettre des choses dans l'ordre. Nous savons que dans des pays bien organisés comme chez nous en France, lorsque quelqu'un se sent diffamé, il dépose une plainte contre celui qui l'a diffamé. Ce livre est sorti voici un peu plus de 2 ans, si je ne me trompe pas. Bientôt 2 ans. Combien de procès avez-vous? 0. 0. Pourtant, vous nommez des gens là-dedans, vous décrivez des faits, vous apportez un certain nombre de preuves. Si personne ne vous attaque, c'est que ce que vous dites dans ce livre, les Ouattara, une imposture ivoirienne, écoutez, la loi française dit, si vous sortez un livre, les gens qui se sentent attaqués ou concernés par un problème qui pourrait être écrit dans le livre ont 3 mois légalement pour porter plainte. Les 3 mois sont largement passés puisqu'on est quasiment à 22 mois. Il n'y a eu aucune plainte. Et au-delà de ça, et même des gens qui sont dans l'entourage de Ouattara qui m'ont dit on a dissuadé les Ouattara de porter plainte parce que on vous connaît, on a lu et on sait qu'il n'y a rien à changer dans ce que vous avez dit. Et pourtant, ce sont des gens qui sont dans le camp Ouattara.
Je raconte, par exemple, l'origine de Conan Bédier, qui est quand même assez spécial. Ouais. Qui vient du Ghana. qui a une naissance qui est particulière. 6 mois, on écrit ça sur moi et que c'est faux, je vais immédiatement au tribunal pour demander la saisie ou au moins une condamnation de celui qui a écrit. Je n'ai même pas eu l'ombre de début de quelque chose. Et pour tous les éléments que j'ai écrits dans ce livre, qui sont pour certains des éléments chiffrés, etc., je détiens tous les documents. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que quelqu'un essaye de m'attaquer sur certains passages de ce livre qui sont forts. Et notamment la relation entre Dominique Folloro et Houphouët-Boigny. Et la relation surtout financière entre Madame Folloro à l'époque et le président Houphouët-Boigny. J'ai tous les éléments au centime près qui me permettent de dire et d'écrire ce que j'ai écrit. Un point, un trait. Chers téléspectateurs, Les Ouattara, une imposture ivoirienne de Bernard Oudin que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies de France et surtout à la FNAC. Donc, vous l'avez là. Il est encore en vente. Je vais aussi préciser ici que bien qu'ayant clairement pris position pour Laurent Gbagbo, que j'ai rencontré et que je pourrais dire connaître, ce plateau de JMTV+ est ouvert à tous. Si vous êtes partisan d'Alassane Ouattara et que vous souhaitez vous exprimer, je vous recevrai à cette même place, mais je vous poserai les bonnes questions. Ce serait à vous de donner vos réponses. Merci beaucoup, Bernard Hudin. Sur ce que vous venez de dire, permettez-moi d'ajouter que, étant un conseiller et un défenseur de Laurent Gbagbo, je ne peux qu'approuver votre façon de voir les choses et d'éventuellement inviter quelqu'un du clan Ouattara, puisque le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et qui dit multipartiste dit multiparti, donc vous pouvez inviter qui vous voulez. À partir du moment où ces gens-là disent des choses qu'ils considèrent comme... ils peuvent dire des choses qui sont opposées à nous, parce qu'ils le pensent au niveau de, par exemple, comment organiser l'économie ou la vie sociale de la Côte d'Ivoire, et que chacun peut avoir son avis, comme les gens de M. Macron, de Fillon ou de Mélenchon peuvent avoir des avis différents en France. Mais ça importe qu'après, le peuple s'exprime, et puis il y a un groupe qui gère jusqu'à un certain temps, jusqu'au moment où le peuple décide que c'était bien géré ou mal géré. On vient d'en avoir un épisode assez spectaculaire en France ces 2-3 derniers mois. C'est ça, c'est ça la vie sociale, c'est ça la démocratie. Un jour, il y a une journaliste que j'aimais bien, qui s'appelle Agnès Kraidi, qui était éditorialiste aux Fraternités Matin, et qui a fait un très bon édito, ça devait être en 2008 ou 2009, et l'éditorial était intitulé « La démocratie, c'est apprendre à perdre ». Et c'est ça, c'est quand on accepte de perdre un jour qu'on est un vrai démocrate. Et dans l'affaire de 2010, c'est parce que Gbagbo avait gagné. Quand on dit Gbagbo a voulu se maintenir malgré qu'il ait perdu les élections, ça c'est le storytelling méchant et mauvais et insidieux qui a été imposé à la communauté internationale. Gbagbo avait gagné, et c'est parce qu'il avait gagné qu'il est resté en pouvoir en disant c'est pas à moi d'être enlevé, c'est au Conseil constitutionnel ou éventuellement à la population ivoirienne, mais c'est pas aux bombes françaises, c'est pas aux diktats de X ou de Y extérieurs au pays. Et aujourd'hui, il conserve cette légitimité-là parce qu'il est resté jusqu'au bout, il n'a pas fui, il n'a pas abandonné quelque chose, il a dit moi j'ai gagné, prouvez-moi le contraire. Personne ne l'a jamais prouvé. On voit aujourd'hui apparaître à la surface qu'il avait vraiment gagné, que ça c'est... Et la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui démontre que les Ivoiriens, au fond d'eux-mêmes, il y a une expression qui se dit en langue malinquée en Côte d'Ivoire, qui dit « Gbagbo Kafissa », qui veut dire « Gbagbo est mieux ». Et c'est en langue malinquée, c'est pas embêté, c'est pas embêté du tout. Hein. Donc, c'est là que réside le problème. C'est que Gbagbo avait gagné l'élection. Et c'est là qu'il faut reprendre le sujet. On ne va pas revenir à 2010, mais on va faire en sorte qu'on reprenne le cours constitutionnel de la Côte d'Ivoire, que M. Ouattara finisse son mandat ou pas, c'est pas moi qui le décidera, c'est les Ivoiriens. Et au terme de ça, la Côte d'Ivoire refasse des élections normales, et que, comme en 2010, on accepte que le vainqueur soit le vainqueur et le vaincu le vaincu. Et que la France l'accepte, bien entendu. Et que l'extérieur l'accepte, parce que c'est pas... Je ne dis pas l'extérieur, je dis bien la France.
Oui, ça fait partie de l'extérieur. Je préfère nommer. Chers téléspectateurs de JMTV+, et de ses partenaires, j'espère que vous avez aimé cette tranche politique de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau, et d'ici là, gardez espoir et restez forts. À bientôt. Au revoir Bernard. Merci de votre invitation et à bientôt.